En France, entre 39 et 40 millions de personnes écoutent la radio tous les jours, c'est énorme. C'est même le média jugé le plus crédible par les auditeurs devant la presse et la télé. Chaque jour, 40 millions de personnes écoutent le travail d'animatrices, d'animateurs, de journalistes et indirectement de directeurs d'antenne, de programmes, de réalisateurs. Bref, dans ce podcast, on va parler avec celles et ceux qui font la radio que vous écoutez tous les jours. Aujourd'hui, mon invité, c'est Juan Gomez, animateur de Appel sur l'actualité, sur RFI, Radio France Internationale. Je suis Franck Mathieu et vous écoutez Radio View. Et bonjour Juan Gomez. Salut Franck, merci de m'accueillir. D'ailleurs, comment on dit à RFI, tu es animateur, journaliste, producteur ? Moi je suis journaliste, je suis même rédacteur en chef, mais j'ai commencé en tant qu'animateur, on va dire. Ensuite on était producteur et puis voilà, les statuts ont évolué peu à peu. Et ça veut dire quoi, producteur ? Producteur, ça voulait dire que tu arrivais avec un concept. Si toutefois, tu vois, on inventait un concept, mais tu étais responsable de ton émission, tu la proposais tous les jours à RFI, tu étais responsable de, on va dire, de tes équipes, les reporters, les stagiaires, enfin voilà, tu produisais l'émission que tu fournissais tous les jours, que tu fournis tous les jours à RFI. Généralement, les journalistes et les animateurs se mélangent pas trop dans les radios. Ouais. Alors, ils se mélangeaient rarement avant, c'est vrai. Avant, en tout cas, à RFI, chacun avait son étage. Les présentateurs, les magazines, les programmes, on va dire, étaient au troisième. La rédaction était au cinquième. Voilà, il n'y avait pas de passerelle. Chacun était dans son coin. À partir du moment où on est devenu on est devenu une radio tout actu, là, la rédaction, si tu veux, était un peu obligée de venir nous parler. Mais c'est vrai que j'imagine que chez nos camarades de France Inter ou Europe 1, qui sont des radios généralistes, je suis pas sûr qu'il y ait tant de passerelles que ça entre l'info et les producteurs. Alors Juan, tu fais partie des voix les plus connues de RFI, particulièrement en Afrique. D'ailleurs, une petite parenthèse, tu le disais tout à l'heure, RFI est devenue en 1996 une radio d'info en continu, ce qui n'était pas le cas avant. Les radios d'info, elles sont pas généralement réputées pour vedettariser les animateurs. Je sais pas si ça se dit vedettariser. Ouais, mais ça se comprend. Pourtant, dans les pays francophones, certains animateurs de RFI, je pense à Annie Gasnier par exemple pour le foot, à Claudie Sierre pour la musique, et Juan Gomez, sont carrément des icônes pour des millions d'auditeurs. Ça, tu peux pas me dire le contraire. Comment te dire, c'était pas une volonté de la direction dans un premier temps de mettre en avant certains journalistes. C'est par la force des choses. C'est parce que certaines émissions se sont démarquées, les personnalités de ces présentateurs devenus journalistes ont plu, et donc on est sorti du lot. Si tu veux, quand on est passé de la radio généraliste au Tout Info, c'était un magazine de la santé, deux magazines, je sais pas, de la mer, trois magazines, enfin tous les magazines avaient un nom comme ça, là. Donc bon, et puis peu à peu, on a changé. Mais oui, les émissions qui marchent sur l'antenne de RFI, elles sont incarnées par des personnalités. Annie Gasnier pour le foot, c'est la seule émission foot 100% foot de RFI. Quand on sait déjà l'impact du foot dans le monde et surtout sur le continent africain avec tous les joueurs qui évoluent dans les championnats européens, en Angleterre, en Espagne, en France. Les gens suivent le foot, la musique, elle est indispensable dans nos vies à nous de tous les jours. Et moi, je fais une émission qui a la particularité de donner la parole aux auditeurs sur des sujets d'actualité, sur des sujets politiques, société, économie, même foot, quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple. Donc, je donne cette possibilité aux auditeurs de pousser des coups de gueule, d'analyser l'actu, de dire des choses qu'ils ne pourraient peut-être pas dire. Alors, je dis pourraient parce que avant c'était le cas. Ils ne pouvaient pas tenir de tels propos sur les médias nationaux chez eux parce que c'est pas encore une libéralisation des ondes. RFI l'a fait, a lancé ce défi-là. Donc voilà, depuis bientôt quasiment 30 ans, puisque mon émission, elle a été lancée au moment du lancement de RFI Tout Actu. Donc en 1996, l'année prochaine, on sera
en 2026, je te laisse compter, Franck. Et comment t'expliques ça, que RFI soit toujours autant écouté? On est quand même en 2025, il y a une multiplication des FM, il y a YouTube, il y a TikTok. Mais et d'ailleurs, heureusement aujourd'hui que à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, la bande FM soit remplie de radios. Ça, c'est très bien. Il y a de la concurrence. Ça nous pousse, nous, à nous remettre en question régulièrement. Qu'est-ce qui fait que RFI persiste encore? C'est on reste une radio de référence. C'est-à-dire qu'on propose aujourd'hui un produit qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, un auditeur à Dakar, un auditeur à Abidjan, à Cotonou, ailleurs sur le continent africain en langue française, on lui dit exactement ce qui est en train de se passer en ce moment même à Moscou, à Washington, à Kiev. Voilà, on est les seuls à avoir un dispositif tel que on reste la seule radio française à pouvoir donner de l'information, une information crédible, vérifiée, bien évidemment. Et ensuite, dans ce flot d'actu, il y a des émissions qui sont incarnées par des gens qui ont encore une certaine notoriété. Mais tu sais, moi je pense que les jeunes de 15 ans, ils m'écoutent pas. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai des étudiants qui m'écoutent, mais on va dire ceux qui écoutent mon émission, voilà, ils ont une vingtaine d'années, 20 et plus. Donc tu peux aller acheter facilement tes pains au chocolat sans problème à Paris, dans ton quartier. RFI a une petite audience en France, même si c'est une audience conséquente quand même. Mais comment tu vis cette popularité, par exemple, quand tu vas à Dakar ou à Abidjan? Je rentre du Bénin et je suis à chaque fois surpris quand les gens te voient. Ah, Juan Gomez. Il se trouve, Franck, quand j'ai démarré, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Donc les gens, bon, Juan Gomez, je connais sa voix, mais chacun se l'imaginait à sa façon. Pour certains, j'étais un petit costaud parce que j'ai une voix un peu grave. D'autres, beaucoup m'ont dit, ah mais vous êtes blanc, convaincu que j'étais africain parce que je traitais l'actualité africaine. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens te croisent, ils te reconnaissent tout de suite. C'est très bien, on le vit très bien, je le vis très bien parce que ça dure, allez, 5 jours, 6 jours. Sinon, au quotidien, tout au long de l'année, ce serait un peu pesant. Et évidemment, les gens ils se disent, tiens, mais c'est le gars que j'écoute à 5000, 6000 kilomètres d'ici, je le vois, il est à côté de moi, donc forcément, ils vont vouloir faire des selfies. Tu peux pas décevoir ton public. En plus, bon voilà, ça m'arrive occasionnellement 4-5 fois dans l'année, donc tu joues le jeu. Donc tu le vis bien. Et puis honnêtement, Franck, on fait ce métier, on a un ego. Donc le fait d'avoir des gens qui viennent te voir, voilà, pour prendre quelques photos, c'est toujours flatteur, ça fait du bien, ça recharge les batteries de l'ego et on se dit bon bah voilà, j'en ai pour 5-6 mois. RFI, c'est une radio publique qui fait partie de France Média Monde avec France 24 et Monte Carlo Doualiya. Oui. C'est ce qu'on appelait l'audiovisuel extérieur de la France avant, très vieux concept. Les radios internationales ont dit qu'elles sont là aussi pour véhiculer des idées, une culture. Ce sont aussi, disons-le, des outils d'influence pour les pays. Est-ce que quand on travaille pour ce média, pour RFI, on a tout ça en tête, ou est-ce que finalement on fait de la radio à RFI comme partout? Ah non, on fait de la radio pour un public qui nous écoute à 5-6 000 kilomètres. Donc déjà, il faut en avoir conscience tous les matins quand on prend l'antenne, qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un quand on va lui parler de l'Olympia parce qu'il y a eu un grand concert la veille. Il faut remettre les choses dans le contexte. Ça, c'est hyper important si on veut. Sinon, on déconnecte complètement notre auditoire. Ensuite, évidemment, il y a des valeurs à défendre. Les valeurs, le respect, la lutte contre la peine de mort. Il y a des valeurs qui sont les valeurs des pays démocratiques, les valeurs de la France. Donc ces valeurs-là, il faut qu'elles soient défendues et mises en avant, sans forcément en faire une obsession, mais il faut que ce soit là. La place des femmes dans la société, la parité, voilà, ces choses-là, il faut que ça s'entende, il faut qu'elles s'entendent à l'antenne. Après, on n'est pas la voix de son maître, et beaucoup en Afrique, parmi nos auditeurs, sont convaincus que en fait, on a des directives tous les jours venant de l'Élysée ou du ministère des Affaires étrangères. On est une radio. Oui, c'est une petite musique qu'on entend, mais ça reste un fantasme. Oui, c'est un fantasme parce que on va pas se leurrer. Il fut un temps, ça existait. Enfin, France Inter, le journal de TF1 ou d'Antenne 2 à l'époque était élu. Il y avait un ministère de l'information. Mais là, on était dans les années 60. Franck, on est en 2025. On est une radio du service public financée
avec l'argent public, mais on n'est pas une radio d'État. Et la différence, elle est très claire. Moi, je parle souvent avec des confrères qui travaillent dans les radios nationales, radios qui sont les radios publiques, par exemple, ici en France. 90% de leur journal est consacré aux activités du gouvernement. Et voilà, parce que c'est une radio d'État. Nous, on est une radio publique. Bon, si Macron fait un grand déplacement, évidemment c'est couvert, mais comme c'est couvert par tous les médias français, mais on ne va pas consacrer un journal entier à la visite du ministre de l'Agriculture à tel endroit, celle du ministre de l'Économie à l'autre, l'inauguration par le ministre de l'Enseignement, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour dire que on n'a aucune directive, Et après, tu sais, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué parce que il y a une guerre de communication, notamment sur le continent africain. On a une partie des citoyens africains, à tort ou à raison, qui veulent tourner le dos à la France en se disant on veut désormais notre souveraineté. D'ailleurs, on voit les bases militaires françaises ferment ici et là. Mais je voulais revenir sur ce côté influence. En 2022, Emmanuel Macron avait eu la tentation de dire que France 24 et RFI pouvaient aussi ajouter un peu d'influence française dans leur programme, ne serait-ce que pour, je reprends ces mots parce que j'ai noté ça dans un article de l'époque, combattre les narratifs mensongers des Russes et des Chinois. Entre ça et les gars, il faudrait faire de la propagande, on n'est pas loin. Hein. Oui, alors c'est vrai que ces propos avaient choqué à l'époque au sein de la rédaction, ça avait créé une vive émotion, mais là, quand je parle de lutte d'influence, je voulais en arriver justement à ce point précis, c'est-à-dire qu'on a des médias russes et chinois qui diffusent sur le continent en langue française, le continent africain en langue française, comme nous, mais ce sont des médias d'État, donc forcément ce sont des médias qui vont appliquer la politique du gouvernement. Ce sont des médias qui sont aux ordres de l'État. Alors que nous, on est une radio de service public, mais on est une rédaction indépendante. On ne dit pas forcément des choses qui peuvent plaire au gouvernement. Mais de même pour mes camarades de France Inter, de France Info, nous sommes des radios du service public, mais on fait entendre toutes les voix, les différents sons de cloche, et s'il faut critiquer, eh bien, on critique. À partir du moment où des médias véhiculent des infox, c'est très compliqué ensuite de démontrer le contraire. Moi, j'ai le souvenir de, je sais plus comment il s'appelle, celui qui militait, tu sais, au Royaume-Uni pour le Brexit, qui sortait des chiffres incroyables en disant ouais, chaque année, nous, les Anglais, on verse tant de millions d'euros à l'Europe, et l'Europe nous en rend que un petit bout. C'était faux. Et ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne ont essayé tant bien que mal de prouver par A plus B que c'était faux, que c'était faux. Mais ça y est, c'était trop tard. Dans l'inconscient collectif, les gens avaient ça en tête en se disant, bah, effectivement, on donne trop d'argent. À partir du moment où il y a une fausse info, c'est très compliqué de lutter contre les infox. Et donc, comme il y a des fausses informations véhiculées par les médias chinois et russes sur le continent africain concernant la France, certains, et tu faisais référence tout à l'heure au chef de l'État, souhaiteraient que effectivement, on puisse contrebalancer ces propos-là. Mais bon, quand on est une radio indépendante, on fait notre travail de journaliste et on ne rentre pas dans la propagande. On va parler maintenant d'appel sur l'actualité. Alors le titre est pas hyper sexy, Non, mais il a le mérite d'être clair. Tous les jours, du lundi au vendredi sur RFI, à quelle heure ? alors c'est à 8h10 temps universel. Tu sais, on est une radio internationale, donc on fonctionne au GMT, au TU, temps universel. Donc 8h10 temps universel, ce qui fait en ce moment à Paris 9h10 le matin. On va écouter un extrait de l'émission et on se retrouve juste après. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Seul candidat en lice, Patrice Motsepe a donc sans surprise été réélu hier à la tête de la Confédération africaine de football, un deuxième mandat de 4 ans pour, dit-on, poursuivre l'agenda de développement du football africain. On va commencer avec Achille qui nous a envoyé un message sur WhatsApp. Bonjour Achille. Bonjour Juan. Avec un coup de gueule contre la Confédération africaine de football, vous dites, je vous cite, Patrice Motsepe a fait de la CAF une banale filiale de la FIFA. Oh, et je le dis très ouvertement parce que aujourd'hui la CAN n'a plus de calendrier. La CAN dépend exclusivement du calendrier de la FIFA ou de l'UEFA. Avant du temps du Camerounais
Issa Hayatou, Mhm. la CAN se jouait généralement en mars. Et il n'y avait aucune chance pour qui que ce soit de faire déplacer cette date-là. Je ne me rappelle même pas du temps de Issa Hayatou où la date de la CAN a été déplacée. Ouais, donc vous avez l'impression que la FIFA considère la CAN comme un tournoi finalement qui est pas si important. La FIFA ne considère même pas la CAN. Alors Juan, pour ceux qui connaissent pas l'émission, pour ceux qui n'écoutent pas RFI, qu'est-ce que c'est que Appel sur l'actualité ? Alors, c'est une émission où les gens appellent pour poser des questions sur l'actualité. Ça, c'est la première partie. Et donc, on a la rédaction qui se mobilise pour répondre aux questions des auditeurs. Vous avez écouté un journal, il y a des choses que vous comprenez pas. Eh bien, on prend le temps tous les matins de vous expliquer l'actu. Voilà, c'est tout simple, mais ça a un succès incroyable. Les gens nous appellent, envoient des questions sur Facebook, sur WhatsApp, via les réseaux sociaux. Et donc, voilà, on a des correspondants, les experts autour de la table qui répondent tous les matins. Et puis en deuxième partie, les gens appellent, mais ils appellent cette fois pour donner leur point de vue sur un sujet d'actualité. Dans la première partie de l'émission, il y a les questions qui sont posées par les auditeurs, les questions d'actualité qui sont posées par les auditeurs aux journalistes, aux correspondants. Comment t'as fait pour que ce soit un vrai dialogue et pas un papier de plus de la rédaction dans ton émission, quoi? Au départ, les gens venaient et faisaient une sorte de papier de plus, en plus. Tu vois, une redite de ce qu'ils avaient déjà un peu dit dans le journal. Mais très vite, ils ont compris que, en fait, je viens pas pour parler aux auditeurs, je viens pour répondre à Franck Mathieu qui m'appelle et qui a besoin de me comprendre pourquoi Vladimir Poutine tout d'un coup rétropédale, par exemple. Tu vois, bon, et donc là, maintenant c'est devenu les journalistes, les confrères qui viennent le font spontanément. Quand ils s'adressent, régulièrement ils disent vous voyez Franck par exemple, si vous prenez ceci ou cela, il lui parle. C'est le b.a.-ba de la radio, Franck. Quand on s'adresse, on a un auditeur, on lui parle directement. Donc moi, quand j'ai les auditeurs au téléphone, régulièrement, je les appelle par leur prénom. Enfin, voilà, on a Franck. Bonjour Franck, et régulièrement dans la discussion, je l'appelle par son prénom. Et voilà, ça met en valeur l'auditeur, ça renforce le lien entre la rédaction à Paris et des auditeurs qui sont, pour la très grande majorité, à 5-6 000 kilomètres de nous. Donc voilà, je me dis, c'est important de tisser ce lien et que ce lien il soit constant tout au long de l'émission. Dans ce podcast, je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, on va essayer de parler de l'envers du studio. On va essayer de dire comment sont faites les émissions. Ouais. Alors, d'abord, comment tu choisis tes sujets? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Alors, c'est vrai que les sujets, ils s'imposent d'eux-mêmes. On a la chance d'avoir une actualité abondante. Je choisis des sujets concernant, c'est-à-dire que sachant déjà que la grande majorité de l'auditoire est sur le continent africain, je vais prendre des thématiques qui les concernent. Alors évidemment, il y a des jours où j'ai traité peut-être l'actualité forte au Sénégal, et tu vas me dire oui, alors en quoi ça peut concerner un auditeur au Gabon ou en République démocratique du Congo? Mais ce sont des sujets tellement forts que forcément celui qui est au Congo ou au Gabon va s'intéresser. Il ne va pas appeler ce jour-là pour réagir, mais il va suivre l'émission parce que ça l'intéresse de savoir, et il va, à travers les commentaires des auditeurs, comprendre ce qui se passe en ce moment, par exemple au Sénégal. Donc voilà. Après, je choisis aussi des sujets qui sont transversaux. Par exemple, je sais pas, la Côte d'Ivoire décide d'augmenter le SMIC, le salaire minimum. C'est une première depuis 25 ans, par exemple. Donc c'est un sujet important. Là, je lance le débat et je dis et chez vous, comment ça se passe? Le SMIC, il est à combien? Est-ce que c'est suffisant? Depuis quand il n'a pas augmenté? Et là, les gens appellent et témoignent. Donc c'est des sujets transversaux. Et puis il faut pas se leurrer, les sujets qui font le plus réagir sont les sujets politiques. Notre auditoire sont des éditorialistes. Chaque auditeur s'improvise éditorialiste. Ils ont un point de vue sur tout, et c'est ce qui rend les débats passionnants. Mais voilà, le choix des sujets, c'est vraiment le sujet qui fait la une, qui fait débat. Choisir un sujet consensuel, ça va pas très loin. Alors c'est une émission quotidienne, j'aimerais bien savoir comment l'émission est construite. Quel est le travail, quel est le process avec ton équipe pour arriver à l'émission du lendemain matin? Alors, c'est très simple. Première partie, donc des auditeurs qui posent des questions. Donc on a une équipe qui rappelle, une partie de l'équipe qui rappelle les auditeurs qui nous ont contactés par téléphone, ceux qui nous ont envoyé des questions via les réseaux sociaux.
Ils prennent le temps de discuter, quelle est votre question, ceci, cela. Bon, très bien. Après, moi, je valide les questions. Je dis, ah bah tiens, ça c'est pertinent. Il y a un auditeur qui va poser peut-être 3, 4 questions. Je dis, bah non, on va prendre la première et la troisième, c'est les deux plus pertinentes. Et puis, de toutes les façons, voilà, on va pas passer 20 minutes avec un seul auditeur. Donc, généralement, je prends, sur 20 minutes, je prends 4 auditeurs, 4 questions à la rédaction. Ensuite, une fois que j'ai validé les questions, j'ai une collaboratrice qui va faire son marché. Elle va aller voir le service des sports en disant ah j'ai une question sur le Real Madrid, qui peut venir demain, ah bah tiens j'ai une question, voilà, donc elle fait son marché, elle appelle les correspondants, est-ce que tu es disponible demain, etc., etc. Bon, et donc là, voilà comment on fabrique cette première partie. La deuxième partie de l'émission, donc le débat. Généralement, j'essaye toujours de donner le sujet la veille. Donc là, ça draine déjà des premières réactions. On a les réseaux sociaux, on communique, on publie le sujet, les gens s'inscrivent. Donc j'ai une partie de l'équipe qui rappelle les auditeurs. Le matin, quand j'arrive, on m'envoie toutes les réactions WhatsApp. Donc là aussi, on fait un peu notre choix. Et moi, ce que je veux au final, pour le débat, c'est que ce qu'on entend à la radio soit représentatif de l'ensemble des réactions que nous avons. C'est-à-dire que si on a une majorité de gens favorables à telle réforme, faut que ça s'entende dans l'émission. Si on a une majorité qui est opposée, là aussi, il faut qu'on l'entende. Après, moi, ce que j'aime, c'est aussi, c'est la confrontation d'idées. C'est-à-dire que j'essaye quand je choisis un peu dans les nombreuses réactions que nous recevons, d'éviter d'avoir deux auditeurs qui disent exactement la même chose, qui pensent exactement pareil. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir peut-être deux auditeurs qui sont d'accord avec la réforme, mais pas pour les mêmes raisons. Et là, tu dis, ah ouais, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est une émission de talk avec des auditeurs, donc des auditeurs africains qui t'appellent, qui t'envoient des messages tous les jours. Est-ce qu'un jour, en pleine émission, t'as senti que ça pouvait un peu déraper avec un auditeur ? Alors, rarement quand je suis en studio à Paris, parce que moi je suis dans mon studio, je suis assis, j'ai des techniciens en face de moi, et si je sens que ça peut déraper, on a ce pouvoir de prendre le dessus sur l'auditeur. C'est-à-dire que déjà j'essaie de lui couper la parole une ou deux fois. Bon, généralement c'est pas possible, donc là je fais un signe au technicien pour qu'il coupe le micro de l'auditeur, et là je prends le dessus et j'explique pourquoi il n'est pas possible de tenir de tels propos, de ceci, cela. Bon, mais là c'est facile. C'est facile parce que l'auditeur, ça y est, le micro est coupé, il revient plus. En revanche, il m'arrive d'aller sur le terrain, de délocaliser l'émission, de faire des émissions en public. Et là, heureusement, Franck, heureusement qu'on n'est pas en direct. Même dans un pays comme le Bénin, où j'y étais il y a 15 jours, où il y a une culture démocratique, où les gens se respectent, parlent, etc. Mais voilà, le public, ces émissions deviennent, sans le vouloir, on va dire comme des meetings politiques. Donc les gens se lèvent, ils crient, parce qu'ils ont la chance d'avoir face à eux le porte-parole du gouvernement, le chef de l'opposition, le leader syndical, etc. Oui, ça fait des moments super à vivre, mais à la radio, on peut pas faire du direct parce que plusieurs fois, je suis obligé d'interrompre l'enregistrement de l'émission, en disant on va calmer les esprits, s'il vous plaît, calmez-vous. Il est arrivé que des gens pas d'accord entre eux dans le public se battent. Donc, faut calmer les esprits. Il y a toujours un service de sécurité pour essayer de sortir les gens qui viennent pour chahuter, qui sont un peu trop nerveux. Donc voilà. Mais ça reste toujours bon enfant. C'est-à-dire que même si les gens se tapent dessus verbalement, à la fin de l'émission, tout le monde se fait des selfies, tout le monde s'embrasse, etc. Mais voilà, il y a eu des moments où je suis sorti des enregistrements en public, la chemise trempée comme si j'avais fait 1h30 de concert. C'est quoi la principale qualité pour animer une émission comme celle-ci ? Déjà, il faut beaucoup travailler. Parce qu'il faut maîtriser les sujets. Moi, si je lance un débat demain sur tel projet de loi en Côte d'Ivoire qui fait polémique, j'ai intérêt à être au taquet parce que j'aurai le lendemain matin à l'antenne des Ivoiriens qui, eux, connaissent le sujet, qui, eux, suivent l'actu, qui, eux, ont déjà un point de vue, etc., etc. Donc, moi, il faut il faut maîtriser le sujet. Et une fois que tu connais le sujet, tu peux improviser. Il faut aussi savoir improviser parce que on est en direct. Tout peut arriver. Moi, il m'est arrivé de me retrouver avec une panne de toute la partie standard. Donc, je suis seul, parce que moi, je dialogue avec les auditeurs. J'ai pas forcément d'invités et j'ai jamais d'invités quand je suis à Paris. Donc, je suis seul avec les auditeurs.
auditeurs. Le jour où il y a plus de standards, et ça m'est arrivé quelques fois, il y a plus de standards généralement pendant 2, 3, 4 minutes, très vite, la partie technique débarque dans le studio pour essayer de régler le problème. Mais voilà, donc il faut savoir improviser, il faut bosser, improviser, et puis après, quand on dialogue avec des auditeurs, il faut être à l'écoute des gens, parce que la vedette, ce n'est pas moi, la vedette c'est l'auditeur qui parle, c'est son coup de gueule. Donc l'écouter, essayer de comprendre, s'intéresser à lui, ne jamais porter de jugement. On peut, j'aime bien de temps en temps taquiner l'auditeur en lui disant bah vous exagérez quand même un peu, là vous poussez un peu loin le bouchon, etc. Bon, je le provoque un peu, mais gentiment, toujours respectueux, et je peux être aussi très ferme, tout en restant respectueux de l'auditeur. Mais sinon, moi j'ai un message à la direction des RFI, elle est trop courte. Il faudrait 1h30, ce serait bien. Bah oui, mais en même temps, moi, on m'a toujours dit, mais pourquoi vous faites pas 1 heure ou 1h30 Je dis, bah oui, je sais. Mais en même temps, il y a deux choses. La partie débat, où les gens donnent leur point de vue, elle fait 20 minutes. Mais 20 minutes, si tu veux, 20 minutes, ça permet de passer la crème de la crème. Ça permet de passer les meilleurs. Et en même temps, tu crées une frustration, une frustration, donc tu as envie de revenir le lendemain pour écouter. Mais si on me donnait 1 heure et demie d'antenne, moi je les prendrais. Mais là, du coup, excuse-moi l'expression, t'es obligé de remplir l'heure et demie, tu vois, avec des auditeurs qui sont peut-être pas forcément pertinents, parce que tu te dis, moi j'ai encore 20 minutes d'émission, il faut que j'y aille jusqu'au bout. Donc voilà. Donc oui, le format de 20 minutes, c'est sûr qu'il est frustrant, mais bon, c'est comme ça. Juan, c'est la suite du podcast. On va passer maintenant au off de Radio View. Question un peu plus personnelle, tu es né où? À Paris, dans le 12e. Donc t'es pas un vrai espagnol. Il m'appelle Juan Gomez, mais c'est un pseudonyme. Et pourtant, ce monsieur poste des photos de paella sur Facebook et Instagram. Oui. Mes parents espagnols, et évidemment, je suis né à Paris, mais mes racines sont vraiment espagnoles, et je suis bilingue et je vais en Espagne tous les étés. Voilà, mais je suis né dans le 12e. Alors tes parents ont choisi de t'appeler Juan Gomez. Ils auraient pu choisir un prénom à consonance française, genre Éric Gomez ou Jean-Claude Gomez. Ouais. Est-ce que le fait de t'appeler Juan Gomez, ça t'a pénalisé ou est-ce que ça t'a plutôt servi d'ailleurs à l'école ou dans le monde du travail? Alors, on s'est jamais moqué de mon nom de famille. Juan, non, à l'école, j'ai aucun souvenir. Après, à la radio, je me dis, au moins, je suis le seul à avoir, comment te dire, un nom à consonance espagnole. Donc, ça fait original, ça fait un peu exotique, et voilà. Alors après, moi, j'ai un prénom qui est compliqué à dire, hein. C'est Juan, avec la J. Donc, moi, les auditeurs, si tu veux, tous les matins, ils écorchent mon prénom. On m'appelle Juan. Juan. Alors, Juan, c'est à l'anglaise, O-N-E. À l'époque où je recevais des lettres, c'était Juan Gomez. Juan comme le number one. C'était Juan W-A-N. C'était tout ce que tu pouvais imaginer comme, voilà, pour écrire Juan. Un jour, j'ai même reçu une lettre Iguane Gomez. Voilà. Donc un prénom un peu difficile à dire, mais au moins, voilà, je suis le seul, on va dire, sur la FM parisienne à s'appeler Juan. La radio accompagne toujours la vie des gens, même si on n'est pas des gros auditeurs. Quelle est la radio que tu écoutais quand tu étais petit? Enfin, quand tu étais plus jeune, on va dire, et dont tu te souviens? Alors, mes parents écoutaient Europe 1 et RTL. Voilà, ça, ils zappaient entre les deux. Attends, on va s'arrêter un petit peu là-dessus quand même. Tu veux dire que toi, le pur produit du service public français, t'as commencé à France Inter et puis après RFI, tu as grandi en écoutant RTL et Europe 1. Mes parents écoutaient, alors pour être précis, Europe 1, RTL et Radio Nacional d'Espagne. Sur ça devait être les ondes moyennes ou les ondes courtes. Donc là, c'était le service public. Mais oui, mais mes parents, si tu veux, mes parents, ils sont venus en France pour travailler. C'est des immigrés économiques. C'était pas des intellectuels. Voilà, je voyais pas mon père écouter France Inter. C'est le genre de truc. C'est voilà, lui, ce qu'il voulait, c'était un peu de musique, des jeux, enfin ce que faisait Europe à l'époque. Et je pense qu'il n'écoutait que la partie programme de ces deux radios, pas l'info. Ensuite,
Est arrivé Mitterrand, élection de Mitterrand 81, et là, alors pour moi je sais que ça a bouleversé ma vie parce que il y a eu la libéralisation de la bande FM, une multitude de radios sont apparues, et là moi j'ai 11 ans en 81. Je dis pas qu'en 81 pile j'écoutais, mais en 82, là je le sais, j'écoutais des radios. Le soir, j'écoutais la radio dans mon lit, et le lendemain matin à la cour de récré, on se disait ah t'as écouté l'émission, etc. J'écoutais les débuts de Skyrock. Je me souviens même d'écouter Radio Solidarność. Je sais pas si tu t'en souviens, Ouais, bien sûr, bien sûr. mais il se disait des choses que tu n'entendais pas ailleurs. C'est une nouvelle façon de faire de la radio, et moi je trouvais ça génial. Et mon envie de faire de la radio, elle vient de là. Elle vient de cette période-là où je découvre de nouvelles radios, des trucs. On parlait différemment, c'était moderne. Donc voilà. T'as commencé tôt à faire ce métier. Comment ta famille a réagi quand tu leur as dit que tu voulais faire de la radio? Enfin, tu vois ce que je veux dire, que tu voulais pas faire un vrai métier, quoi. Ouais, bah c'est exactement ça. Tu sais, en début d'année à l'école, il fallait remplir une fiche et puis ils te disaient, bah, quel métier souhaitez-vous faire? Et un jour, je suis rentré à la maison et j'ai dit, ah maman, bah, j'ai mis animateur radio. Et ma mère qui dit, ah non, 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 mais ingénieur, c'est mieux. Alors que j'étais nul en maths, mais ingénieur, c'est mieux. Donc ma mère, voilà, pour ma mère, c'était pas un métier sérieux, c'était à des années-lumière de son univers. Pour elle, elle était convaincue que je n'y arriverais pas. Enfin, tu vois, sans piston, sans connaissance, etc. Donc, bon. Mais après, je peux te dire que mes parents ont été fiers du métier que j'ai fait, du métier que j'ai fait. À un moment donné, mon père, pour lui, ça a été le summum. C'est quand j'ai fait de la télé. J'ai fait de la télé pendant 3 ans. J'étais tous les soirs sur Arte. Là, il était, voilà, il était aux anges. Je dis bon, bah, c'est ton heure de gloire, mon fils. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, ils étaient sceptiques sur cette profession. D'ailleurs, dans le même genre d'idée, est-ce qu'il t'est arrivé dans un dîner avec des gens que tu ne connais pas, chacun se présente, alors moi je suis contrôleur financier, moi je suis avocate, etc. Et toi t'arrives et tu dis je fais de la radio. Généralement, soit on te colle toute la soirée, soit on ne dit rien. Non, si ça déclenche toujours. Alors les gens se disent ah vous faites de la radio, ah tous les jours, ah Radio France Internationale, parce que même si on est peu connu en France, c'est tout de suite sérieux. Ah et vous couvrez l'actu internationale, vous parlez. D'accord. Donc les gens, voilà, il y a quand même un certain respect, mais on tombe parfois. Il m'est arrivé sur des gens qui n'aiment pas les journalistes, parce qu'on est tous des menteurs, tous des complotistes, C'est vrai. tous voilà. Bon, ça fait des débats un peu animés. Alors réponds-moi franchement, est-ce que tu as déjà eu des envies d'autres radios? Est-ce qu'une fois tu t'es dit, fini RFI, je vais aller bosser là-bas? Alors, avoir envie, oui. Après, encore faut-il que la radio en question ait envie de toi. Voilà. Oui, j'ai essayé à un moment donné de déposer des projets à France Inter. Bon, voilà, ça n'a pas abouti. Europe 1 m'a contacté à un moment donné aussi en plein été. Il voulait quelqu'un pour la matinale. Bon, au final, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, mais moi je suis bien RFI. Après, effectivement, si j'ai une opportunité, pourquoi pas. Mais moi, si je change, quoi qu'il arrive, c'est pour rester dans le service public. Avec tout le respect que j'ai pour mes confrères RTL, Europe et d'autres médias. Mais voilà, c'est mon ADN, quoi. Voilà. Après, des envies de télé, j'en ai eu. C'est la télé qui est venue me chercher, donc ça c'est toujours flatteur. Et je me suis aperçu, c'est quand même plus difficile que ça en a l'air. C'est pas juste arriver. Ouais, ouais, ouais. En plus, moi j'avais tous les soirs une chronique internationale sur des sujets que je maîtrisais pas forcément. Donc ça a été 3 années denses, beaucoup de boulot, parce qu'en plus je faisais la radio le matin. Et à la naissance de ma fille, j'ai arrêté. Je me suis dit bon, on va prendre du temps pour soi et pour des choses essentielles. Quelle est l'émission, la radio ou le podcast que tu écoutes régulièrement? Et pourquoi? Alors, s'il y a une radio, il y a une émission que j'écoute tous les soirs avant de me coucher. Après avoir balayé la bande FM, la radio c'est quand même ma deuxième épouse. Hein. Je m'endors toutes les nuits avec un petit poste radio, mais tu sais les postes où il faut que tu tournes avec une petite, parce que ça me permet de zapper toute la bande FM. Et parfois je m'arrête sur des trucs incroyables, Radio Notre-Dame, parce qu'il y a un truc, je dis ah ouais, j'écoute 5-6 minutes, je zappe, je passe sur une libre antenne d'émissions pour les jeunes, j'écoute, bon voilà. Mais l'émission que j'écoute systématiquement, c'est l'After, c'est une émission foot. Pourtant,
Je ne suis pas les championnats, je suis pas un passionné de foot, mais j'aime l'esprit, j'aime l'ambiance. Ils sont 3 ou 4 autour de la table, ça s'engueule, ça débat, j'apprends des choses. Donc ça, c'est l'émission. Voilà, tous les soirs, je vais écouter un peu, une dizaine de minutes, un quart d'heure, le temps de m'endormir. Podcast, il faut avoir du temps pour écouter les podcasts. Mais moi, je suis fan des podcasts de Philippe Collin. Je sais pas si tu connais Philippe Collin de Radio France. Il fait que des trucs sur l'histoire. Et alors, c'est souvent des séries sur une dizaine d'épisodes, donc il faut avoir le temps. À chaque fois, ça dure 1 heure, mais voilà, par exemple, il y a eu une série, j'en sais rien moi, sur Jean-Marie Le Pen, une autre sur Pétain, une autre, j'ai plus tous les sujets sur Poutine, sur Cléopâtre, sur Léon Blum, et il y a des experts, il y a des archives sonores, il y a des comédiens de la comédie française, qui rejouent des scènes, mais c'est extraordinairement bien monté, bien ficelé, c'est dynamique. Et moi, j'adore écouter ça. Et je me dis, tiens, j'apprends des choses. Je suis pas obligé d'avoir l'encyclopédie, d'avoir des bouquins énormes. C'est voilà, le podcast m'apprend des choses. Voilà. Et donc les podcasts de Philippe Collin, je vous les conseille vivement. Dernière question, comment tu te vois dans quelques années ? Comment je me vois? Je me vois surtout pas faire de la radio jusqu'au bout, c'est-à-dire mourir sur scène, tu vois. Ça c'est clair. Dans ma tête, c'est clair. Parce que à un moment donné, il faut savoir céder la place aux plus jeunes. Et qu'est-ce que je ferai après? Je n'en sais rien. Mais moi, ma crainte, c'est d'être has-been à un moment donné. C'est de parler comme on parlait il y a 30 ans. Et j'ai pas envie qu'un jour on dise ah bah tiens, Gomez, il fait de la radio comme au début des années 2000 ou la fin des années 90. J'adore le métier que je fais. Tous les matins, je réalise mon rêve de gamin quand même. Et même quand je suis crevé, il y a des matins, moi je me lève, il est 5 heures du matin, il y a des matins en plein hiver, t'as pas envie de sortir, mais t'y vas. Et dès que t'arrives à la radio, waouh! Et je prends confiance tous les matins, je réalise mon rêve. Donc, mais à un moment donné, il faut se dire, il y a autre chose dans la vie que le stress d'une quotidienne, le stress de gérer une équipe, et prendre le temps de vivre tout simplement. Merci Juan d'avoir été le premier invité de Radio View. Quel honneur, merci beaucoup, longue vie à Radio View. Et puis on se tient au courant, on s'appelle. Allez, Radio View, c'est terminé. N'oubliez pas de liker ou de nous distribuer quelques étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vive la radio!